On connaît tous, ou du moins on croit connaître, Le Petit Prince. Cette histoire si mignonne avec ses dessins un peu naïfs. Mais si tout ça, au fond, n'était qu'une façade? Et si en réalité, ce n'était pas du tout un livre pour enfants, mais plutôt un message bien plus profond, un véritable testament philosophique laissé par un homme au bord du gouffre? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Et cette idée, ce n'est pas une simple interprétation, hein. C'est l'auteur lui-même, Antoine de Saint-Exupéry, qui en parlait comme ça. Il le sentait au plus profond de lui que ce livre serait son dernier message au monde. D'ailleurs, c'est assez poignant, il y a lu à son ami, le philosophe Denis de Rougemont, juste avant de repartir pour sa dernière mission, celle dont il n'est jamais revenu. Alors, la question est posée. Quel est-il, ce fameux message caché du Petit Prince? C'est ce qu'on va tenter de percer à jour. Accrochez-vous, parce qu'on va redécouvrir ensemble une histoire qu'on croyait connaître par cœur, mais sous un jour totalement nouveau. Pour vraiment saisir ce message, la première chose à faire, c'est de comprendre dans quel état d'esprit il a été écrit. Parce que non, Le Petit Prince, ce n'est pas né d'un moment de paix et de tranquillité. C'est tout le contraire. C'est un livre qui surgit du chaos, au milieu d'une crise terrible, à la fois pour le monde et pour Saint-Exupéry lui-même. Regardez un peu ce parcours. 1940, il fuit la France après la défaite. Il se retrouve à New York en exil, complètement déraciné. Il passe son temps à essayer de convaincre les Américains d'entrer en guerre, mais il se sent terriblement inutile. Sa Rose France, comme il l'appelle, est en train de souffrir, et lui, il est là, impuissant. Cette attente, cette immobilité, c'est un vrai supplice. Et d'ailleurs, ça ne vous rappelle rien? C'est exactement la situation de son aviateur, cloué au sol au milieu du désert par une panne. Et New York, pour lui, c'est un autre genre de désert. Un désert de béton et de solitude. Oh, bien sûr, il fréquente la haute société, il croise des gens comme Chaplin ou Greta Garbo, mais au fond, il est terriblement seul. Il est en pleine dépression, complètement désabusé par ce qu'il voit. Un monde superficiel, indifférent, un véritable désert humain. Mais voilà, le truc fascinant avec Saint-Exupéry. Pour lui, le désert, ce n'est pas seulement un lieu de mort. C'est un lieu de vérité. Que ce soit le vrai désert du Sahara où il a failli mourir après un crash en 1935, ou ce désert de solitude à New York, c'est dans ce vide absolu, quand il n'y a plus rien autour, que l'essentiel se révèle. C'est là que l'esprit est forcé de puiser en lui-même, de créer de nouvelles images, les plus belles, les plus pures, simplement pour survivre. Alors que fait-il dans ce désert intérieur? Eh bien, il va se dédoubler. L'auteur se coupe littéralement en deux pour créer ses personnages principaux. D'un côté, l'aviateur, l'adulte perdu, de l'autre, le petit prince, l'enfant qui cherche, et chacun va entamer sa propre quête pour essayer de retrouver un sens à tout ça. Et là, on touche à la clé de lecture du livre. Il faut vraiment comprendre que ces deux voyages sont en fait les deux facettes de la même âme, celle de Saint-Exupéry. D'un côté, on a le petit prince, sa part d'enfance, qui explore l'univers pour comprendre ce que c'est que l'amour. De l'autre, l'aviateur, l'adulte désenchanté, qui a désespérément besoin de retrouver cette innocence pour que sa vie ait de nouveau un sens. En fait, c'est simple. L'un est la réponse à la question de l'autre. Bon, on avance, et on arrive maintenant au cœur du réacteur philosophique du livre. Et là, il y a une idée assez radicale. La plus grande sagesse du conte, la vérité ultime, elle ne va pas être prononcée par un être humain. Pensez-y une seconde, c'est un point absolument crucial. En donnant la parole à un animal, Saint-Exupéry nous dit quelque chose de terrible sur les adultes. Il met en scène l'échec total des grandes personnes, ces gens qui ne savent plus parler, qui ne voient le monde qu'à travers les chiffres et la vanité, et qui ont complètement perdu de vue ce qui compte vraiment. Et donc, qui va délivrer le message? C'est le renard, un animal sauvage qui devient le véritable maître de sagesse. Et son secret, le voici. C'est sans doute la phrase la plus célèbre du livre, et c'est le noyau de toute la philosophie de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est magnifique. Ça veut dire que pour vraiment comprendre le monde, la vue ne suffit pas. Il faut être capable de créer les plus belles images à l'intérieur de soi. Des images qui viennent non pas des yeux, mais du cœur. Voilà ce que l'auteur appelle l'intelligence du cœur. C'est sa grande réponse, son antidote à un monde qu'il trouve complètement à la dérive. Un monde obsédé par le matériel, par l'apparence, par l'ego. Un monde qui, selon lui, a tout simplement perdu le nord. D'accord. L'intelligence du cœur, voire l'essentiel. C'est une belle idée. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce que ça se traduit dans la vie de tous les jours? Quel est le mode d'emploi pour vivre une vie qui a du sens, selon le livre? Eh bien, face à un monde qui peut sembler absurde, la réponse du Petit Prince n'est pas la révolution ou la fuite. C'est plus subtil. Il ne s'agit pas de changer le monde, mais d'apprendre à y vivre et à y vivre bien. Et comment? En retrouvant ce qui fait la force de l'enfance.
Le chemin qu'il nous propose se fait en 2 étapes. La première, c'est un travail sur soi, une sorte de discipline intérieure. Il s'agit de nettoyer sa propre planète, de déraciner ses propres baobabs, c'est-à-dire nos mauvaises habitudes, nos vices. Et une fois que c'est fait, deuxième étape, s'ouvrir aux autres, aller vers le monde pour créer des liens, pour apprivoiser, pour aimer. Et cette philosophie, elle s'incarne dans des gestes très concrets. Être discipliné, comme le petit prince qui nettoie sa planète chaque matin. C'est l'idée que pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Il y a aussi l'importance des rituels qui donnent un sens aux choses. Et bien sûr, la responsabilité. Quand on a apprivoisé quelqu'un, sa rose, son ami, on en est responsable pour toujours. C'est ça, le ciment de tout. La solidarité et la création de liens. On arrive à la fin du livre. Une fin qui laisse souvent un goût amer, une sensation de tristesse infinie, la mort du petit prince. Mais et si ce n'était pas vraiment une mort? Si ce qu'on prend pour une tragédie était en fait une étape indispensable, une transformation. Pour comprendre ça, il faut regarder le personnage du serpent. C'est un symbole ultra puissant. Dans beaucoup de cultures, le serpent, c'est à la fois le poison et le remède, la destruction et la renaissance. Ici, c'est exactement ça. Il n'est pas juste un tueur, il est un passeur, celui qui permet de franchir une étape. Donc, il ne faut pas le voir au premier degré. La morsure du serpent, c'est purement symbolique. Le petit prince ne meurt pas, il se libère. Il abandonne son corps, cette écorce devenue trop lourde pour continuer son voyage. C'est un geste radical, il laisse derrière lui tout ce qui n'est pas essentiel pour pouvoir enfin retourner à l'essentiel, c'est-à-dire sa rose. C'est l'idée qu'il faut se délester pour pouvoir s'élever. Et au final, c'est peut-être ça la toute dernière question que nous pose le livre. Pour s'élever, pour retrouver ce qui compte vraiment pour nous, notre propre planète, notre propre rose, est-ce qu'il ne faut pas apprendre à lâcher prise, accepter d'abandonner tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous encombre? C'est une question vertigineuse et qui, je crois, n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui.